Nous sommes avec l'un des visages que vous connaissez très bien sur LCI, le général Trinquant. Bonsoir, général Trinquant. Bonsoir, Margot. J'aimerais tout d'abord revenir sur cette situation au Liban avec vous, puisqu'on a vu cette frappe ciblée à Beyrouth même. La cible était Ibrahim Akil, l'un des plus hauts dirigeants du Hezbollah. On le voit, regardez ces images, une explosion sans précédent qui a frappé Beyrouth aujourd'hui, et ce communiqué du Hezbollah qui assume, qui vérifie, puisqu'on a toujours besoin d'une confirmation, surtout de la part des groupes terroristes, que Ibrahim Akil a été tué et qu'il était le chef de la force Al-Radwan. Qui était cet homme, général Trinquant ? Alors c'est un homme que nous connaissons bien, puisque on va remonter de 41 ans en arrière à l'attaque contre les Américains et contre les Français dans Beyrouth. Il faut se souvenir, pour les Français qui s'en souviennent bien, l'attentat du Drakkar. Donc il faisait partie de l'organisation qui a organisé cet attentat, qui a tué énormément d'Américains et de Français. Et là, on s'aperçoit que 41 ans après... Voilà, on le voit sur ces images, en 1983, tout d'abord des forces américaines frappées, puis des Français. Exactement, plus de 200 Américains tués et 53 Français, je crois. 58 Français. 58 Français. Un attentat terrible, hein. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on ne s'en souvient pas, mais la France luttait contre l'Iran. Comment ? Eh bien, parce que nous passions des rafales, pas des rafales, pardon, à l'époque c'était des super-étendards. Des super-étendards aux Irakiens, que nous formions les pilotes irakiens qui combattaient contre les Iraniens. Et c'est, semble-t-il, à cause de cela que cet attentat a été commis, et la France a répliqué à l'époque en envoyant des super-étendards toujours porter des bombes vers la vallée de la Bekaa, bombarder une caserne tenue par le Hezbollah. Malheureusement, il semblerait qu'un diplomate français avait vendu la mèche, si j'ose dire, et la caserne était quasiment vide. Ceci étant, je trouve ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a la confrontation entre Israël et l'Iran. Oui. À l'époque, c'était la France et les États-Unis, bien sûr, contre l'Iran, qui, faut se rappeler, c'était peu de temps après la chute du Shah, et donc c'était la guerre qui a duré des années entre l'Irak et l'Iran. Et ce parallèle que vous faites ce soir, qui est extrêmement intéressant, vous dites qu'un diplomate français avait vendu la mèche à l'époque, la force du renseignement également, dans cette frappe qui a ciblé ce cerveau de l'attentat du Drakkar. Oui, alors en fait, on pense que, parce que ça a été une frappe, là la frappe qui a eu lieu aujourd'hui, on pense qu'il y a 4 missiles qui ont été envoyés dans la banlieue de Beyrouth, donc c'est très très lourd. Mais on pense que c'est lié en fait à l'incident des pagers d'il y a 2 jours. Ce responsable du Hezbollah a son pager qui avait explosé. Et donc il avait été probablement emmené à l'hôpital, repéré. Et il y a beaucoup d'espions en fait au Liban et qui ont pu repérer où il était exactement. Et donc la frappe a eu lieu. Là, c'est la 3e frappe qui a lieu sur des responsables du Hezbollah au Liban. L'une à Tyr, l'une au sud de Beyrouth. Qui est le fief, j'allais dire, du Hezbollah. Donc des frappes importantes qui font partie de la manœuvre d'ensemble, qui est le ciblage pour décapiter le Hezbollah, aussi bien par ces frappes ciblées que par les pagers, que par les talkie-walkie. Et vous parlez des espions libanais qui seraient donc contre le Hezbollah. Oui, mais même dans le Hezbollah, alors il y a des bruits qui courent en ce moment, on n'en sait trop rien, certains auraient été arrêtés déjà, parce que pour faire fonctionner les pagers, il faut aller dans le réseau transmission qui va à une borne, qui diffuse les messages, ces messages mortels qui ont fait, et ça, il faut une complicité au sein du Hezbollah. Donc de même que le responsable de la sécurité des passes d'Aran en Iran a été arrêté 2 jours après l'élimination du chef du Hamas, ce responsable de la sécurité des passes d'Aran était un agent du Mossad. Eh bien, dans le Hezbollah, il y a probablement des gens qui travaillent avec le Mossad. C'est extrêmement frappant ce que vous dites ce soir, c'est-à-dire que ces renseignements, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté libanais, du côté iranien, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi qu'environ 140 roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël à la mi-journée, avec une possibilité que ce front
explose à tout moment. Quel est votre avis sur la situation dans le nord d'Israël ? Oui, alors je crois qu'on est dans une période extrêmement tendue pour la raison suivante. Soit les opérations qui ont été lancées de ciblage continuent comme celle-là. On décapite le Hezbollah, on le rend un petit peu incapable d'agir, ou du moins on diminue très fort ses capacités. Et j'allais dire, c'est la guerre, c'est affreux, mais elle est limitée. Soit c'est un prélude à une opération beaucoup plus vaste d'Israël qui est promue par le ministre de la Défense, M. Galland, qui depuis 11 mois dit on va aller jusqu'à Beyrouth. Il a la mémoire un peu courte. Je rappelle simplement l'opération 2006, dans laquelle les Israéliens ont été contraints de se retirer après une résolution du Conseil de sécurité et le déploiement de 12 000 casques bleus, français, italiens, espagnols, pour prendre leur place et qu'ils puissent partir du Liban. Donc s'ils n'ont pas oublié cet échec-là, ils devraient s'en tenir à la première phase, à ce que je décris comme du ciblage qui est efficace, on le voit bien, c'est efficace. Mais surtout, ça touche beaucoup moins la population libanaise, premier point. Deuxièmement, il n'y a pas de perte israélienne. Alors qu'une opération terrestre au sud Liban, la population libanaise dans son ensemble sera touchée. Les Tsahal risquent d'en souffrir. Et puis surtout, ça continuera à isoler Israël. Vous savez, M. Netanyahou va la semaine prochaine à l'ONU. Oui. À l'ONU, il va se retrouver tout seul, avec les Américains, avec 2 ou 3. Il y a eu à l'Assemblée générale un vote avant-hier, je crois. 124 ont voté contre Israël, 42 se sont abstenus, et très peu ont voté pour. Donc il y a un isolement de l'État d'Israël, ce qui me fait beaucoup de peine. Souvenons-nous qu'Israël a été créé après la Shoah, pour protéger le peuple juif. Et tout le monde... Enfin, évidemment, les Palestiniens en particulier ne l'acceptaient pas. Mais globalement, il y avait un consensus autour du peuple juif qui venait de subir la Shoah. Et maintenant, ce peuple juif, en Israël, est isolé de l'ensemble du monde. Et il n'y a que les Américains aujourd'hui qui les défendent vraiment. Surtout ce que vous dites, c'est-à-dire que du côté du front nord, on avait l'habitude que ces frappes, que ce soit du côté du Hezbollah ou du côté israélien, ces frappes touchaient ce qu'on appelle les fermes de Sheba, qui était une sorte de zone tampon. Et là, on voit que ça touche le centre de Beyrouth, Général Trinquant. Oui, alors c'est intéressant, parce que ça me rappelle plein de souvenirs, les fermes de Sheba. J'ai commandé un bataillon au Liban, donc je connais bien ça. Vous êtes notre invité. Et vous savez que la frontière entre le Liban et Israël n'existe pas. On appelle ça la Blue Line, la ligne bleue, parce qu'elle n'a jamais été définie. C'est un de mes grands-oncles en 1920 qui a fait ça à cheval pour marquer avec le Britannique la marque entre la Palestine et le Liban. Le Liban sous mandat français, la Palestine sous mandat britannique. Mais regardez, on arrive à s'entendre quand même de temps en temps. La frontière maritime, elle a été définie il y a 1 ou 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a du gaz. Et que pour se partager la cagnotte, il a bien fallu définir la frontière. Donc quand on veut, on y arrive, quoi. Et encore très récemment, des accords sur du gaz qui a été trouvé notamment dans la mer. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la frontière maritime a été officialisée, alors qu'à terre, on n'y arrive pas depuis la création de l'État d'Israël. Donc c'est terrible, mais vous avez raison. Mais les frappes ciblées, si elles sont ciblées au sud Liban, si elles sont ciblées au sud de Beyrouth, évidemment qu'il y a des civils qui sont touchés aussi. Parce que quand vous tapez dans un quartier résidentiel, là où il y avait, semble-t-il, une réunion du Hezbollah, vous tuez des civils. Mais quand même beaucoup moins que ce qui s'est passé en 2006. C'est pour ça que je dis que la première solution serait mieux que la deuxième. Mais le problème, c'est que le gouvernement israélien est sous la pression des Israéliens qui, depuis 11 mois, ont dû évacuer toute la zone nord pour échapper au bombardement du Hezbollah. Et donc cette pression est très forte, et ça c'est un problème interne à Israël. Cette pression d'autant plus forte après cette série d'attaques sur ce que vous appelez les pagers, qui sont en français les beepers, que vous me disiez, les pompiers et la Croix-Rouge ont encore normalement, sur ces beepers du Hezbollah. Et regardez ce que dit une source du renseignement américain. Israël a participé à la fabrication des beepers qui ont explosé sur les agents du Hezbollah cette semaine. Ce type d'opération était prévu depuis au moins 15 ans. Alors, le New York Times a révélé des faits en disant que l'opération telle qu'elle
avait débuté il y a 2 ans, via des sociétés écrans. Mais là, on apprend par les Américains qu'en fait, ça fait 15 ans qu'une sorte de théorie, qu'une possibilité de frapper le Hezbollah de cette manière était envisagée. Oui, mais vous voyez, je parlais tout à l'heure des 41 ans, depuis l'attentat du Drakkar. Les travails des services, c'est toujours dans la longueur. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des pagers ou des beepers, comme vous voulez, en fait, il faut arriver à monter des sociétés qui, peut-être pendant 10 ans, vont ne servir à rien. Et puis un jour, on va avoir besoin. Et moi, l'idée que j'ai sur ce sujet-là, c'est que quand le Hezbollah a passé commande de ces appareils, il a passé commande à une société. Et cette société, vous savez, elle monte les appareils. Donc elle prend les éléments, les batteries, etc. Société hongroise, d'ailleurs. Voilà, une société hongroise qui n'a qu'une boîte aux lettres. Hein. Et puis, il y a une autre société bulgare et tout le monde a disparu dans cette affaire-là. Eh bien, elle a dû commander des éléments à tout le monde. Et peut-être qu'un des éléments, c'était les batteries, dans lesquelles il y avait des explosifs, qui venaient d'une société israélienne, mais avec une couverture, et qui a réussi à alimenter et à monter. Donc cette société, elle existait peut-être depuis 2 ans, elle fonctionnait normalement, elle a un bilan. Donc quand vous passez une commande comme ça, vous dites « ah ben, elle n'a pas été faite la veille, elle existe depuis 10 ans. » Et puis elle a déjà alimenté les pompiers de Paris, le machin, etc. etc. Donc c'est une valeur sûre. Et on passe la commande, mais on sait que cette commande va aller au Hezbollah. Donc la commande du Mossad, c'est de dire ben, au lieu d'une batterie normale, vous me mettez une batterie avec ce petit explosif dedans. Mais n'y a-t-il pas eu une forme de naïveté du Hezbollah, qui tout d'abord avait voulu utiliser des téléphones portables, puis ont changé leur pratique pour communiquer avec des beepers? Est-ce que, clairement, le Hezbollah a été faible à ce moment-là? Naïf, faible, je ne sais pas. En fait, il était passé sur ce type d'appareil parce qu'il pensait que c'était plus sûr que d'avoir des smartphones. Parce que les smartphones, on le sait, numériquement, on peut rentrer dedans plus facilement. Donc ils ont cherché un système plus rustique qui permettait de sauvegarder l'autre système rustique qui existe, et qui existe au sud du Liban, je vous le garantis, c'est le système filaire. C'est-à-dire des téléphones avec un fil qui permettent d'avoir une communication directe. Vous voyez ? Donc, ils ont cherché à avoir un système plus rustique et ils se sont fait piéger par ce système plus rustique. Moi, je dirais que plus que la naïveté du Hezbollah, je passerai pour le très grand professionnalisme et le travail sur le très long terme du Mossad, premier point. Deuxièmement, sur des éléments pourris au sein du Hezbollah qui ont décidé, pour des questions d'argent probablement, de travailler pour le Mossad.